Les fédérations du prêt-à-porter féminin et masculin, avec le soutien du défi, ont mandaté Kea Partners pour la réalisation de cette étude. On va en découvrir un échantillon tout de suite avec Céline Pagachoin et 2 marques ambassadrices qui l'accompagnent. Les voici. Bonjour, alors Céline, à vos côtés, je vais présenter Claire Texera, fondatrice de Rosé Paris, et Nathalie Barato, directrice marketing et communication de Ma Poésie. Bienvenue à toutes les 3. La scène est à vous. Merci. Je suis très honorée d'avoir des ambassadrices à mes côtés. Vous verrez, c'est important qu'elles soient là. Pourquoi ? Parce que ce matin, on est très heureuse de vous partager l'étude qu'on a initiée avec la Fédération du prêt-à-porter, la Fédération du prêt-à-porter masculin, du prêt-à-porter féminin, avec le soutien du défi. Étude qu'on a amorcée et qu'on a terminée sur le premier semestre 2023. Qu'on partage avec vous pour la première fois ce matin. Et je vous invite tous à vous rapprocher de vos fédérations pour pouvoir la récupérer dans son exhaustivité. Alors merci d'être là. Vous avez été des ambassadrices très importantes pour moi parce quand on a terminé l'étude, vous verrez dans un instant, en fait, on a fait le choix avec les 2 fédérations de passer cette étude à l'épreuve de la réalité. Et ça nous semblait déterminant d'avoir le regard de belles marques françaises qui sont d'ores et déjà dans une logique d'internationalisation et de voir comment elles avaient lu l'étude, comment elles s'étaient appropriées l'étude. Et donc, je leur laisserai la parole dans quelques minutes pour avoir un échange autour de leur retour d'expérience. Alors, cette étude, pourquoi cette étude ? Alors, cette étude, évidemment, pourquoi cette étude ? Parce que je pense que je vais aller très vite sur ce préambule et cette question du sens et du pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a une évidence pour notre magnifique secteur que j'ai la chance d'accompagner depuis plus de 20 ans, que ce soit les dirigeants, les actionnaires, les parties prenantes, c'est qu'il y a une priorité stratégique absolue à pouvoir accélérer l'international. Je dis bien accélérer parce que depuis 20 ans, toutes les marques que j'accompagne, elles ne partent pas de zéro en termes d'internationalisation. Beaucoup d'initiatives sont à l'œuvre. Et les 4 mots que vous voyez sur votre écran, urgent, important, accessible, transformant, c'est tout simplement l'urgence, elle vient de 2 choses. La première chose, c'est parce que, et on le sait tous et on le vit tous, c'est que les projections françaises sont quand même relativement moroses. Hein. On est quand même sur un secteur qui ne cesse de décliner globalement depuis une dizaine d'années. Mais c'est surtout urgent parce que l'international ne peut exclure cette approche de essai-erreur. Et c'est urgent d'accélérer, c'est urgent d'amplifier parce qu'on sait très bien qu'en termes de vélocité, on va devoir tricoter, détricoter à plusieurs reprises pour finalement trouver l'équation gagnante. Deuxième mot, pourquoi c'est important ? C'est important parce que quand on est un dirigeant, on sait bien que dans le cœur de son agenda, il y a cette capacité à trouver le modèle gagnant à l'international pour son business en termes de partage des risques, pour ses actionnaires en termes de création de valeur et la fameuse equity story, et puis pour ses équipes, parce qu'on a aujourd'hui un enjeu aussi à créer de la compétence et intégrer de nouvelles compétences. Pourquoi c'est accessible ? Et ça, je pense, c'est un des grands enjeux de l'étude, c'est de vous montrer à tous, quel que soit votre niveau de maturité, quelle que soit la taille, quel que soit le positionnement, qu'il n'y a aucune réponse univoque. Et vous le verrez dans l'étude, on a vraiment développé un foisonnement d'exemples très concrets qui montrent que le champ des possibles est infini et que chaque marque, et je pense que Claire et Nathalie sont là, un parfait exemple, on est capable d'avoir une équation absolument spécifique et gagnante. Et pourquoi c'est transformant ? Vous le verrez dans un instant, dans les principaux résultats, quand on interroge les quelques marques et quelques dirigeants de marques, la première chose qu'ils évoquent sur leur retour d'expérience, c'est de dire finalement, la première chose que ça a transformé pour moi, c'est la culture d'entreprise, l'état d'esprit de mes équipes et le mien en priorité. Et puis la deuxième chose que ça transforme, c'est bien évidemment vos modèles économiques, que ce soit en termes de génération de chiffre d'affaires, mais aussi en termes de structure de coûts et de besoins de financement. Cette étude, en 2 mots, et vous le verrez quand vous plongerez dedans avec délectation, il y a un point absolument important. C'est une étude pour tous, et c'est une étude qui a été fondée dans un principe de co-construction.
Elle s'appuie évidemment sur l'expérience que KEA a au bout de 20 ans sur ce sujet, mais pas seulement. Et il y a eu tout un travail d'écoute d'une quarantaine de dirigeants, de parties prenantes, des marques, des parties prenantes, des financiers, des partenaires locaux, des partenaires internationaux. Donc c'est ce regard croisé qui nous a paru extrêmement important. Et puis il y a eu des séquences de travail collectif avec une dizaine de marques que je tiens encore une nouvelle fois à remercier, capables avec nous, je dirais, de définir, de façonner des enseignements. Un petit coup d'œil sur les marques qui ont participé à cette étude. Vous voyez, ça a été un choix aussi très volontaire de pouvoir écouter, questionner des marques de toute taille, des marques qui font 1 million d'euros comme des marques qui en font plusieurs dizaines, voire centaines, des marques qui ont démarré l'international il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et puis des marques qui démarrent avec des segments de prix extrêmement différents, mais également des modèles économiques très différents, celles dont le poids du corps est plutôt le retail, le wholesale ou le digital. Si je vous montre l'étude en un coup d'œil, d'accord, je vais prendre 3 minutes juste pour que vous puissiez avoir une lecture facilitée quand vous la consulterez. L'étude, elle est divisée en 2 parties. Il y a une première partie qui vous partage ce qu'on a appelé la boussole internationale de la mode et qui vous permet finalement d'être un véritable outil de questionnement, d'évaluation de votre maturité. Ce qu'il faut retenir sur cette boussole, c'est que globalement, 100% des marques interrogées, aujourd'hui, quand elles prennent du recul par rapport à leur développement international, nous disent, en fait, s'il me manque un des paramètres, je n'y arrive pas. Voilà. Ce qu'il faut avoir aussi en tête en termes de résultats, c'est que les paramètres qui, pour elles, sont les plus difficiles, les plus importants et les plus difficiles, c'est la dimension culturelle et la dimension modèle économique. Un des paramètres, et je reviendrai dessus, sur lequel il y a globalement la plus faible maturité, c'est sur la question de l'activation marketing. Chaque paramètre, vous verrez dans l'étude, elle est structurée systématiquement de la même façon pour pouvoir vous aider. 5 questions clés, des enseignements et des illustrations. Et chaque illustration, ce sont des cas concrets. Des entreprises qui témoignent, qui expliquent leurs fameux essais-erreurs, ce qu'elles ont tiré de leurs échecs, ce qu'elles ont tiré de leurs succès, et surtout, qu'est-ce qu'elles en tirent en termes de valeur ajoutée et puis d'enseignement pour le reste. La deuxième partie de l'étude, c'est sur un gros travail qui est en résonance avec l'étude que nous avions eu la chance de faire sur les nouveaux modèles économiques de la mode avec l'Institut français de la mode pour le défi il y a 2 ans maintenant, et sur lequel on avait eu un retour absolument exceptionnel sur l'intérêt pour vous de pouvoir aussi jouer, si je peux me permettre, avec des données économiques. Cette deuxième partie, c'est autour de 3 cas très concrets, wholesale, retail et DNVB, une lecture de 10 ans d'internationalisation avec du chiffre d'affaires, de l'EBITDA jusqu'au cash flow. Donc, on passe en revue l'ensemble des modèles économiques. Et puis des fiches bonnes pratiques, vous verrez, qui sont focalisées sur des sujets qui vous sont apparus pour les marques interrogées comme les plus importantes. Modèle de partenariat, avec toutes les formes de partenariat. L'ouverture de gestion de boutique à l'international avec tous les ratios, CAPEX au mètre carré, CO au mètre carré, EBITDA au mètre carré. Et puis le marketing online. Si je fais 1 minute avant de laisser la parole à Claire et Nathalie sur un des paramètres qui est apparu comme le plus difficile pour les marques interrogées, qui sont celui de la cible et de l'activation client et communication. En 1 minute, ce qu'on retient par rapport à ce sujet, c'est finalement la difficulté pour les marques d'avoir un vrai travail complet, qualitatif et quantitatif d'investigation de la connaissance client. Il y a beaucoup d'acteurs qui m'ont dit, mais en fait, au fond, on a déjà du mal à connaître nos clients en France, alors je ne vous dis pas l'international. Alors, la question, c'est comment on s'y prend. Alors, on est revenu là-dessus, on a beaucoup creusé cette question avec les marques interrogées. Ce qu'il faut retenir, c'est 2 choses. La première, c'est qu'on ne peut pas faire du quali sans faire du quanti. Donc, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que qu'on soit en direct to consumer ou qu'on soit en B2B, le quantitatif est accessible. Il se paye, mais il est accessible. Il faut juste savoir ce qu'on cherche. Et puis, en termes de quali, rien, et je reprends les propos de tout à l'heure, rien, on ne peut pas faire l'économie d'un ancrage terrain fort, de temps passé sur le terrain, avec les bonnes personnes au bon endroit. Ça, c'est le deuxième enseignement
très important sur ce sujet, c'est qu'il faut changer de dimension. Aujourd'hui, vous verrez dans l'étude, et je ne vais pas vous barber là-dessus, mais en fait, il y a quand même des chiffres extrêmement structurants. Aujourd'hui, le poids du budget marketing, il faut le sauver. On sait que c'est difficile. Aujourd'hui, des marques qui sont en dessous de 3, 4, 5% du poids de chiffre d'affaires en investissement marketing, c'est trop dur après d'avoir les moyens de se développer à l'international, sachant que quand on a regardé les modèles économiques, on a à peu près un tiers des dépenses qui sont gardées sur le territoire national, les 2 tiers partent en investissement marketing à l'international. Et dans le mix, c'est pareil, le poids du corps devient du marketing digital sur lequel les retours sur investissement sont généralement peu maîtrisés. Si je vous parle de TikTok, etc., d'Insta, si je vous parle de nano-influenceurs, de micro-influenceurs, il faut piloter ça au nombre de clics, au ROI, et avoir tout de suite des ordres de grandeur. Ce n'est pas la peine de garder une zone de flou, il faut savoir où on met les pieds. On a accompagné il n'y a pas longtemps une DNVB sur le leisurewear qui hésitait entre l'Angleterre, les UK et les États-Unis. C'est notamment le coût associé au marketing d'influence et d'engagement qui a permis de déterminer le choix. Bon, il a fait le choix le plus cher, mais avec un retour sur investissement qui était plus intéressant. La troisième chose, c'est, au-delà du coût, c'est tout le travail, je dirais, de l'équation spécifique et précise par pays, voire par ville, pour travailler cette notion d'engagement. On parle beaucoup de communauté. Vous verrez dans les exemples de l'étude, on a notamment beaucoup poussé l'exemple de Rafa. C'est très intéressant. Il ne suffit pas d'être Lululemon, Nike, pour être capable, à sa propre échelle, de créer de l'engagement, de créer des logiques communautaires et de jouer justement sur le en ligne, hors ligne, pour pouvoir s'immerger dans un marché, créer du lien, créer de la désirabilité. Voilà, en 2 mots. J'espère que ça vous a donné suffisamment l'appétit de vous plonger dans l'étude. Je serais ravie de repartager ça avec vous. Et puis, je laisse la parole à mes ambassadrices, donc Nathalie et Claire. Alors, Nathalie et Claire, on a découvert l'étude ensemble. On a passé un petit peu de temps ensemble au mois de septembre. Ma première question, c'est pour Claire. Claire, tu as été notre première ambassadrice. Je t'ai fait voyager à travers la boussole. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu en as retenu et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, ce que j'en ai retenu déjà, c'est que c'était effectivement une étude extrêmement riche, qui fourmille d'exemples concrets et très inspirants de la part de beaucoup de marques qui ont été citées précédemment. Moi, je pensais avoir déjà les idées très claires sur mon projet à l'international, parce que je sortais de la formalisation d'un business plan assez précis à 5 ans. Et pour autant, je me suis rendu compte, grâce à ce tour exhaustif, à cette boussole, que j'avais encore des éléments à approfondir, et notamment, j'ai beaucoup été interpellée par les questions sur l'adaptation de l'offre en fonction des pays. Rosae, depuis sa création il y a 4 ans, a naturellement 35% de ventes à l'étranger, et donc beaucoup aux États-Unis, une dizaine de %. Et je me suis toujours demandé pourquoi, enfin j'aimerais faire évoluer ces 35% et les faire passer à 50 ou encore davantage, et pour l'instant j'y arrive pas. Effectivement, un des points, c'est tout simplement de prendre conscience que la cliente américaine ne s'habille pas forcément comme une Parisienne, n'a pas les mêmes temps de vie, les mêmes réflexes en termes d'habillement, et qu'il faut proposer par exemple des parties dress, qu'il faut réfléchir au sizing et proposer une gamme de tailles plus large. Le deuxième point, et ça c'était moins une surprise, mais très important chez nous, c'est toute la partie pilotage et reporting, où j'ai mesuré à quel point j'avais encore beaucoup de choses à mettre en place. Et bien évidemment, ça ne sert à rien d'avoir des objectifs si on ne se dote pas des outils pour les mesurer. Donc, c'est les 2 sujets principaux. Merci Céline. Alors, je me souviens, quand on a fait ce travail toutes les deux, aussi tout le mois de septembre, c'est vrai que ta réaction, c'est de me dire, mais qu'est-ce qui me reste à faire, tout ce qui me reste à faire. Est-ce que ça t'a permis de prioriser et d'activer des actions concrètes depuis 2 mois? Alors, activer, pas encore en 2 mois, mais prioriser, oui, effectivement, la première partie, c'est vraiment de construire ce reporting et ce tableau de pilotage. Et pour ce qui est de l'offre, en fait, j'ai inclus dans nos plans de collection davantage
de propositions pour une cliente plus américaine. Nathalie, ma deuxième ambassadrice. Nathalie, c'était également une séquence hyper intéressante. Moi, j'étais marquée par je dirais, ta détermination à dire, mais au fond, je veux rester extrêmement singulière dans mon concept, dans mon modèle commercial. On a été agile et on veut garder cette force-là. Finalement, moi, j'ai eu aussi l'impression que cette analyse de la boussole, ça vous a permis d'ailleurs à toutes les deux de vous rassurer sur vos forces. Parce qu'on a les challenges, mais on a aussi les points d'appui. Qu'est-ce que tu en as retiré, toi, de ton côté ? Oui, alors c'est vrai que c'est une vraie réassurance. Nous, on avait déjà la chance d'avoir fait un programme talent. Alors, juste en préambule, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne nous connaissent pas obligatoirement, on est une marque créateur, lifestyle. On a été créé en 2010, donc c'est Elsa Poux qui fait toute l'ADA, qui a créé la marque à qui je me suis associée. Et on a vraiment un ADN assez spécifique, très fort, coloriel et graphique. Donc, on a déjà effectivement un ADN de marque très spécifique. Et par contre, ce travail sur la boussole, effectivement, c'est une introspection. Ça permet de poser, on se rend compte tout ce qu'on fait de bien, où on doit aller. Et sur la partie commerciale, c'est assez particulier puisque dès le départ, Elsa, quand elle a lancé la marque, on était sur un business model B2C. Immédiatement, elle a lancé la marque avec des salons. Donc, ce qui dit salon, alors français au départ, première classe notamment, Who's Next dans un premier temps. Automatiquement, l'international a fait partie de l'écosystème de la marque tout de suite. Ensuite, il a été développé. On est lifestyle et multicatégorie puisqu'on s'est lancé sur de l'accessoire. Après l'accessoire, on a fait de la maison. Après la maison, on est arrivé sur le bain. Et après le bain, on est arrivé sur le prêt-à-porter. Donc, nos deux grosses catégories restent l'accessoire et le prêt-à-porter. Et ensuite, assez naturellement, marque lifestyle multicatégorie, on est allé sur un salon assez clé pour nous qui est maison et objets, où là, on est aussi passé à la vitesse supérieure. Donc, on a été B2B les 5 premières années exclusivement. Ensuite, évidemment, on a fait un site internet. On a eu l'opportunité, quelques années après, d'avoir la boutique. Et le développement international, il s'est fait d'abord par les salons parisiens. Ensuite, on a fait des test and learn. On est parti à Berlin, en Italie. Les résultats étaient un peu mitigés, ou bien on est arrivé là-bas un peu trop tôt aussi, puisque c'est le début de notre prêt-à-porter. On s'est posé, on a capitalisé sur l'international via les salons français. Et ensuite, on s'est dit, il faut accélérer l'international. Et accélérer l'international, on s'est dit, on va attaquer les US. US, où on avait quelques clients, de bons retours pour les personnes qui venaient en France au salon. Et on s'est lancé là-dessus. Alors, c'est assez drôle parce qu'on pensait qu'on était très côte Est, dans le mindset de la marque, par rapport à toute la créa et la direction assise de la marque. Et au final, on se rend compte, alors on a effectivement une présence sur la côte ouest, mais le gros de notre business, il va être sur la côte est. Donc on a aussi changé les priorités. Donc on faisait D&I New York, LA, on a tout rapatrié de l'autre côté. Et après D&I, on s'est dit, si on doit accélérer, il faut pousser un peu, on est passé au Cabana à Miami. Et donc, c'est vraiment du test and learn et avoir un peu de recul sur la situation. Je pense que ça, c'est un point qui m'a marqué, évidemment, dans la profondeur des échanges et puis ce travail de regarder ça paramètre par paramètre. C'est finalement toutes les deux, en tant qu'entrepreneuses, je veux dire, diriger une marque, c'est aussi au quotidien être une entreprise. C'est cette notion tout à l'heure j'évoquais de vélocité et d'agilité. C'est-à-dire, au fond, on peut avoir des intuitions, des analyses, des choses qui sont programmées et pilotées, et c'est nécessaire, ce cap. Et en même temps, cette capacité à changer vite de cap et d'être capable de réinventer des équations. Pour toi, Claire, c'est pareil, dans ton modèle commercial, tu évoquais le fait d'avoir pu aussi adapter ton modèle commercial pour pouvoir justement amplifier ton activité internationale. Pour notre modèle commercial, en fait, on est pur DNVB. Et effectivement, pur DNVB avec quand même un corner au BHV. Et effectivement, j'ai très envie de développer la marque en créant des points de vente et qui viendront en fait, je l'espère, nourrir la stratégie de distribution digitale. C'est-à-dire, idéalement, aller travailler par exemple le marché, je donne l'exemple de Vienne, par exemple du marché autrichien. Idéalement, c'est en amont travailler le digital ads et l'influence,
Ensuite, installer un pop-up, pas forcément une boutique définitive, mais un pop-up en tous les cas, activer la presse à ce moment-là. Et en fait, c'est un travail qui va durer peut-être 1 an et demi. Et mon idée, c'est qu'à la fin, en repartant, en fermant le pop-up, la cliente autrichienne, la cliente à Vienne aura davantage... de connaissances et d'awareness de la marque. Et pour ce qui est de mes marchés internationaux clés, donc les États-Unis et l'Angleterre, mon envie, c'est là, effectivement, d'installer une boutique plus définitive et qu'elle serve de base arrière logistique. C'est-à-dire qu'en fait, ce soit vraiment un point d'appui à toute la partie digitale et que ça permette de faire vivre une meilleure expérience e-commerce à nos clientes américaines en couplant la partie logistique. C'était ça la question. C'est exactement ça. C'était du e-commerce où à un moment, je pense que ça c'est un point fondamental qui est de se dire au fond, créer l'engagement, c'est aussi être capable de pouvoir hybrider, passer du digital au physique, du physique au digital et de manière native en fait. Et imaginez la pénétration sur une et j'insiste, hein, parce que vous parlez de côte est, côte... En fait, on parle presque plus de pays. On parle de villes, de zones de chalandise, de cibles clients. Et en se disant, à chaque fois, on réinvente l'équation et on n'est pas exclusivement dans un modèle photocopie où on reproduit le modèle national et le modèle local. Là-dessus, je pense que ça m'avait marqué ce point-là, disant finalement on se réinvente à chaque fois. Oui, et puis et en plus, nous on a abordé les US juste avant le Covid. Donc, c'était pas le moment idéal. Donc, après, bien évidemment, on a fait un stop forcé. On a vraiment attendu avant d'y retourner. Mais il y a aussi ce côté, voilà, il faut persévérer. Tout tombe pas tout de suite au premier salon. Moi, je vois encore des clients qui passent, qui s'arrêtent, que j'avais vus avant le Covid et qui sont encore en train de réfléchir. Et après, l'autre solution qu'on a dans d'autres zones, c'est de s'appuyer aussi sur des distributeurs ou des agents par pays, qui pour le coup nous aident énormément aussi à développer. Il nous reste une petite dizaine de secondes. Le mot de la fin pour vos pairs qui vous écoutent ce matin. Alors vous verrez, nous on a eu la chance effectivement d'avoir l'étude en primeur. Et c'est vraiment très inspirant, ça permet de se reposer et de se reposer les bonnes questions et de réfléchir à où est-ce qu'on doit aller. C'est vraiment une étude très enrichissante pour des jeunes marques. Toutes les marques. Comme nous. Oui, toutes les marques, et nous particulièrement, alors que bon, on a quand même 13 ans, mais c'est très inspirant. C'est l'ado. Exactement. Oui, idem, une étude très riche, et je vous invite à bien répondre, à faire les polars, toutes les questions. Il y a 8 fiches à chaque fois avec des questions, et je vous invite à bien prendre le temps de répondre à toutes les questions, et c'est un vrai cheminement introspectif très enrichissant. Et une fois de plus, qui est volontairement très optimiste et positif, parce que ça révèle vos forces, et ça révèle les challenges bien sûr, mais ça révèle vos forces. Voilà. Je crois qu'on a terminé. Merci, madame les ambassadrices. Merci Céline.